Berti, vous êtes donc le directeur prévention. Vous intervenez sur ce qu'on appelle les réalités sur les RPS. Ça veut dire quoi les réalités? Les réalités, c'est le travail réel auquel est confronté le salarié dans une entreprise. Et effectivement, notre service prévention, avec ses contrôleurs de sécurité et ses ingénieurs conseils interviennent au quotidien d'une entreprise pour questionner cette réalité. Alors justement, tous vos agents interviennent, sont mobilisés sur la problématique, notamment prévention primaire. Oui, prévention primaire. Il faut bien savoir qu'on intervient de plus en plus sur ce sujet. Il y a encore 5 ans, nos 2 ergonomes passaient à peine 10% de leur temps sur les risques psychosociaux. Aujourd'hui, c'est la quasi-totalité de leur temps sur ce problème. Donc c'est vraiment quelque chose en augmentation. Et en effet, la prévention primaire est la première prévention que l'on préconise et qui est indispensable pour traiter les différentes causes des risques psychosociaux. Certains ont parfois tendance un peu à banaliser en disant c'est un effet de mode. C'est pas tout à fait ça, c'est en fait une véritable réalité des entreprises et ça évolue. Oui, complètement, ça évolue. Non, ce n'est pas un effet de mode, il y a plusieurs chiffres qui en témoignent. Une étude réalisée l'année dernière en Haute-Normandie montre que 6 salariés sur 10 s'estiment stressés au travail. On voit bien, de par nos sollicitations, que c'est en complète augmentation. Donc non, ce n'est pas un effet de mode, ce n'est pas uniquement lié à la crise, c'est vraiment quelque chose de plus profond. Est-ce qu'on peut parler véritablement d'impact sur la santé au travail? Oui, on peut effectivement parler d'impact sur la santé au travail, puisque les RPS sont à l'origine de pathologies directes, viennent amplifier certains phénomènes, comme les troubles musculo-squelettiques par exemple, peuvent générer dans les cas les plus extrêmes de dépression, voire plus, donc de l'absentéisme. Donc il y a clairement un impact sur la santé, mais sur la santé du salarié, mais également sur la santé de l'entreprise. Donc on peut effectivement parler d'un impact très concret et très visible au sein des entreprises. On retourne sur le thème de la réalité de la souffrance au travail, cette fois-ci vu par les inspecteurs du travail. Est-ce que vous avez des chiffres à nous communiquer sur le nombre de salariés qui sont accueillis par les inspecteurs du travail pour des problématiques bien sûr RPS, et puis peut-être aussi les difficultés qui sont les plus souvent citées? Alors, dans les services d'inspection du travail, en réalité, le public vient principalement à un service qu'on appelle le service renseignement, qui est un service d'accueil. Comme son nom l'indique, on donne des renseignements au public. Puis il y a aussi le téléphone, physiquement et le téléphone, et puis les agents qui contrôlent les établissements. Il faut savoir par exemple qu'en moyenne, un service dans la région, il y a à peu près un salarié sur 12 ou sur 13 qui vient à l'inspection du travail, qui contacte l'inspection du travail chaque année, ce qui est absolument considérable. On a fait une petite étude il y a 2008 sur le service d'accueil du public à Rouen, avec une psychologue du travail qui était en Master 2, qui était en formation stage final, et pour voir un peu quels étaient les problèmes de souffrance au travail qui s'exprimaient, qu'elle analysait, soit qui s'exprimaient par les personnes, soit qu'elle analysait comme étant de la souffrance au travail, parmi les gens qui venaient. Et ça représente 18,5%. Et la moitié, probablement en situation de harcèlement. C'est à peu près un salarié sur 5. Toutes les statistiques européennes disent à peu près, on est à peu près un salarié sur 5. Ce qui est absolument considérable. Est-ce qu'on a inventé un mot, la pluridisciplinarité, ou est-ce que c'est la résultante en fait de constats qu'on ne peut pas travailler l'un sans l'autre et que effectivement, notamment par exemple le médecin du travail n'est pas seul? Ah ben non. Alors ça c'est certain. Au niveau de l'inspection du travail, par exemple, au début on a travaillé à partir du harcèlement. Première voie c'était le harcèlement sexuel, ça a été le harcèlement moral. Et puis quand on commence à travailler de manière plus globale sur la question des risques psychosociaux, c'est-à-dire sur l'ensemble des éléments qui perturbent le salarié dans le cadre de son travail, on touche à des domaines extrêmement étendus. Et les réponses seulement juridiques, seulement médicales ou seulement organisationnelles, d'aide organisationnelle, ne sont pas suffisantes. Donc en réalité, dans la région, ça fait maintenant 3 ou 4, 5 ans même, on développe un vrai travail pluridisciplinaire qui essaye de trouver par l'apport de chacun des corps de métier des solutions complémentaires pour résoudre les problèmes de manière globale dans l'entreprise. Est-ce qu'on peut aussi considérer que ça puisse être un frein à la prévention des RPS et aussi une condition préalable à la mise en place de la démarche? Alors c'est vraiment une condition préalable. Et quand on parle de dialogue social, il faut, au sein de toutes les structures, se réinterroger sur ces pratiques sociales. Dans le cadre de l'exercice de ses activités, de son travail,
comment on coopère, comment on collabore en fonction des différentes responsabilités au sein d'une structure. Il faut réinterroger ces processus et ces procédures de coopération. Donc c'est forcément un préalable. C'est un préalable dans le fait de s'accorder sur le périmètre de prévention, c'est un préalable dans la mise en place d'actions et d'utilisation d'outils ou de méthodes. C'est quelque chose qui est très important. Et de toute façon, dans tous les projets de prévention, en filigrane, on a la qualité du dialogue social pour préserver la santé. Quand on parle de prévenir les RPS, est-ce qu'il faut laisser le temps au temps? Est-ce qu'il faut accélérer? Est-ce que c'est un compromis entre les deux? Est-ce que vous allez me faire une réponse de Normand? Alors, bien sûr, oui, il faut laisser il est urgent de prendre le temps. Il est urgent de poser les bases d'un projet, d'un dialogue, ça c'est évident. Après, une démarche de prévention, qu'elle soit à risques psychosociaux ou autres risques, c'est forcément quelque chose dans le temps, de manière continue, à réinterroger, à réévaluer. Donc c'est une démarche qui est risquée parce qu'il faut s'accorder ce temps-là. C'est coûteux en investissement, c'est pas forcément coûteux en investissement financier, mais on s'engage dans le temps, bien évidemment. Le très court terme, c'est agir en prévention tertiaire. Les salariés ou les agents qui sont très mal, il faut les préserver immédiatement. Mais en prévention primaire, c'est-à-dire avant que quoi que ce soit ne se passe, il faut avoir une temporalité très longue. Et on sait très bien que dans toutes les structures, il y a des mobilités. Nouveaux acteurs qui arrivent, d'autres qui partent. Donc il y a tout le temps une perte de savoir, une perte de dynamique. Il faut de manière continue réactiver cette flamme et réinterroger en permanence. Ça se traduit quand on va en entreprise pour détecter justement les sources de tension, surtout avant de passer à l'action. Oui, bien sûr. Ce qui est important, nous comme d'autres organismes, on pose les bases de la demande. Si un dirigeant nous fait appel à nous, ou si les représentants du personnel et des salariés font appel à nous, on essaye d'avoir une demande à peu près identique. Sinon, on ne peut pas intervenir. C'est-à-dire que déjà, il y a un écart. Donc, on ne s'entendra pas sur le périmètre sur lequel on veut agir. Donc, évidemment, par rapport à votre question, c'est bien de recentrer sur l'objet même de la problématique sur laquelle on veut agir. Est-ce que les entreprises sont au fait de tout ça, à la fois, j'allais dire, des outils qui peuvent être à leur disposition, à la fois du document unique dont on a parlé. Est-ce qu'il y a encore un énorme travail à faire? Oui, il y a un énorme travail à faire de sensibilisation. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que du fait de beaucoup d'éléments qui sont parus dans les médias, on a soulevé le couvercle de la cocotte. Donc déjà, on pose la question effectivement du stress, du mal-être au travail. Après, les entreprises n'ont pas forcément les moyens, c'est-à-dire les ressources en interne, pour se mobiliser et les compétences. Donc nous, l'ARAC comme d'autres organismes, on n'est pas forcément connus dans le sens de l'accompagnement, à mettre en place une dynamique, à mettre en place des outils. Donc il y a encore un effort de sensibilisation à faire et surtout, je dirais, un travail encore pour convaincre sur le fait que dans une démarche comme celle-ci, il ne faut surtout pas stigmatiser les personnes. La plupart du temps, les gens ne sont pas malveillants, c'est juste qu'ils ne savent pas faire. Et c'est normal, on n'est pas compétent dans tous les domaines. Donc il y a encore un travail important à faire et pour nous, c'est vraiment un travail qui peut se faire à travers en approchant un peu plus et en travaillant de manière un peu plus, je dirais, différemment avec les filières et les branches. Encore une fois, pour intégrer dans tous les projets cette dimension de prévention des risques, de santé au travail et de performance. Les choses vont avec. Valérie Langevin, quand on parle de prévention primaire, et c'est un des messages que vous faites passer, ça veut dire quoi et c'est à destination de qui? Alors la prévention primaire, ça veut dire combattre le risque à la source, c'est-à-dire agir dans les situations de travail, choses qui posent problème. C'est vraiment ça qui est important. En fait, bien souvent, les entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Elles mettent en place de la gestion individuelle du stress pour renforcer la résistance des salariés au stress. Ou quand il y a des gens qui sont en souffrance, elles proposent une prise en charge ou elles orientent les salariés vers des structures adéquates. Et souvent, elles s'arrêtent là. Or, il est vraiment important qu'elles fassent également de la gestion, de la prévention primaire pour agir véritablement sur ce qui fait problème dans les situations de travail. Vous pouvez citer justement quelques difficultés récurrentes que vous rencontrez?
Donc on identifie un certain nombre de facteurs de risques psychosociaux. Donc c'est par exemple le fait d'avoir énormément de tâches à faire et pas forcément la latitude pour pouvoir s'organiser correctement. C'est le fait d'être confronté à des situations difficiles, notamment en relation avec le public. C'est le fait aussi, par exemple, de devoir faire un travail qui ne correspond pas à ce qu'on pense être un bon travail, un travail de qualité, être du bon boulot. C'est ce qu'on appelle la qualité empêchée, par exemple. Donc, on a identifié un certain nombre de facteurs de risques psychosociaux qui mettent véritablement les salariés en difficulté. Si on doit parler du travail, qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme qualificatif au mot travail au XXIe siècle? Il est malade, il souffre, il est en convalescence? Alors, justement, j'aime bien dire que si on veut soigner les personnes, actuellement, il faut soigner le travail. Une manière de déplacer la question, non pas pour renoncer à soigner les personnes, parce que quand la maladie est arrivée, quand la psychopathologie du travail existe, il faut évidemment entendre et travailler avec les personnes. Mais si on ne veut pas couper dans un bateau qui fuit, je pense qu'il faut s'attaquer un peu à la racine des choses et dire qu'il faut soigner le travail. Mais soigner le travail, je l'entends en deux sens du terme. Il faut s'en occuper, en prendre soin. Mais j'entends aussi, au sens populaire du terme, il faut soigner le boulot, c'est-à-dire faire un travail qui se tient, parce que si ce qu'on fait n'est pas bien fait, c'est une source, à mon avis, majeure de psychopathologie du travail. Est-ce qu'on doit différencier l'individu et le collectif? On voit, on entend à travers différents arguments, quand on parle de RPS, que oui, il faut axer sur l'individualisation, non, c'est le collectif. Où est-ce qu'on doit se placer? Moi, je pense que c'est un peu une antinomie factice. C'est-à-dire que, surtout quand on est psychologue comme moi, l'individu, le sujet singulier, la santé, c'est une affaire très personnelle. Je suis même sceptique sur l'idée de santé publique. Je pense que la santé, c'est quelque chose de très personnel. Simplement, ce qu'on a remarqué, c'est que pour pouvoir être en bonne santé personnelle, d'une certaine manière, il faut avoir fait un peu ce travail d'appropriation du collectif. C'est-à-dire que lorsqu'on porte en soi différentes manières de faire les choses, différentes manières de penser, des histoires variées, une expérience importante, une palette, un répertoire très fort de possibilités, de variantes dans la manière de travailler. Lorsqu'on le porte en soi et que d'une certaine manière on l'a tiré de l'expérience collective qui est rentrée dans la personne, alors la personne elle a plus de ressources pour se mesurer à ce qui dans le réel reste toujours compliqué. Donc autrement dit, pour être plus personnel, je pense qu'il faut être plus collectif. On vient d'évoquer l'individualisation, les pertes de collectif, les communications descendantes. Est-ce qu'on peut les qualifier de source de souffrance au travail? Est-ce qu'il y en a d'autres? Pour moi, hein, dans le grand débat qui est en cours sur cette question-là, la racine des choses, la source principale, l'origine essentielle, c'est l'activité contrariée, l'activité empêchée, l'activité qu'on garde sur l'estomac, tout ce qu'on voudrait faire, tout ce qu'on a idée qu'il faudrait faire, tout ce qu'on partage avec les collègues, toutes ces possibilités non réalisées qu'on garde, qu'on rumine, qu'on ressasse, qu'on trimballe avec soi, qu'on ramène ensuite au travail. Donc ces contrariétés qui empoisonnent l'existence, comme on dit tous les jours. Donc cette intoxication de l'activité impossible, de l'activité interdite, l'impossibilité de vérifier que on a commencé un travail, on le finit, on l'évalue, on passe à un autre, et donc les choses ni faites ni à faire. Pour moi, c'est le fond du dossier. Alors, on a des organisations qui au fond sont installées dans ce travail ni fait ni à faire, et c'est très difficile à supporter pour ceux qui sont en situation, mais même pour les hiérarchies.
qui constatent en permanence que ça ne marche pas comme ça devrait marcher. Et donc la tentation, quand on est en position hiérarchique sur ces questions-là, c'est de passer en force. C'est-à-dire, plutôt que de déchiffrer, justement, au fond, faire l'hypothèse que c'est parce que les gens ne sont pas assez alignés que ça se passe comme ça. Et donc, en rajouter sur la pression. Et même devant la difficulté, quand on est en position de dirigeant, la difficulté à réaliser les choses, et finalement à faire face au réel sans tricher, c'est-à-dire à résoudre des questions. Devant cette difficulté-là, parce qu'on est en difficulté, on peut être tenté d'être finalement brutal, quoi. Et de se sortir des difficultés qu'on rencontre soi-même dans son propre activité en essayant de les faire résoudre par les autres, dans une sorte d'hyperactivité qu'on leur impose, d'alignement qu'on leur impose aussi. Et c'est une manière de se sortir de ses propres difficultés. Donc moi j'ai l'habitude de dire à l'encadrement comme aux opérateurs de terrain, ne trichez pas avec le réel de votre activité à vous. Il y a des angles morts dans toute activité, celle du dirigeant et celle du salarié. Ces angles morts, ces points aveugles, il faut savoir les regarder en face et les traiter, plutôt que d'essayer de les faire s'en affranchir en mettant la pression sur les autres. Dernière question, il y a quelque temps un forum a été organisé de manière tripartite par différents partenaires qui trouvaient intéressant de réunir sur une même journée différents intervenants, donc vous-même. Est-ce que c'est une des solutions possibles à la réponse justement de l'RPS? Alors c'est une voie très importante parce que, comme vous l'avez entendu, ce que je préconise, c'est de développer des institutions dialogiques, c'est-à-dire des endroits où on discute vraiment du réel sans tricher. C'est facile à dire, c'est compliqué à faire. Donc chaque fois qu'en région ou ailleurs, on me demande de participer à des dispositifs dans lesquels ces partenaires-là se rencontrent pour faire une sorte de communauté professionnelle élargie, hein, dans laquelle finalement on ne partage pas forcément le même point de vue sur le travail, mais on considère qu'il y a quelque chose qui dépasse les intérêts à court terme des uns et des autres, quelque chose qui transcende un peu ces oppositions qui peuvent devenir factices, quelque chose qui vaut le coup de s'empailler. Et qu'on réunit des gens pour le faire, je trouve ça bien. Et quelque chose qui vaut le coup de s'empailler, c'est la qualité du travail. Voilà. Pour moi, ça c'est clair. Je trouve qu'on est tous comptables, quelle que soit la place qu'on occupe, à quelque endroit de l'organisation dans laquelle on se trouve, on est comptable d'abord de ça. Qu'on soit l'opérateur de base, le dirigeant, le délégué CHSCT, le militant syndical, le cadre intermédiaire, il y a quelque chose qui doit d'une certaine manière passer avant. Beaucoup d'autres choses qui passent souvent avant, justement. C'est l'idée que ce qu'on doit sortir, c'est quelque chose qui tienne la route pour que ça soit défendable à nos propres yeux et aux yeux du client, du consommateur, de l'usager qui va derrière s'en servir. Je pense que c'est cette question-là qui fait le lien entre santé, qualité du travail, qualité de la vie, et qui passe par une nouvelle conception de la performance, qui ne soit pas simplement la performance financière à court terme, mais qui soit la performance, y compris financière, bien sûr, ça compte, comme un moyen, pas comme un but. Donc la performance autour du produit, autour du service, ça me paraît très très important, mais il faut admettre que sur cette performance-là, il y a débat, il y a conflit, il y a confrontation. Et donc ce conflit sur la définition de la performance, c'est une belle occasion de développer le dialogue entre les hommes qui travaillent. Voilà. Donc vive la performance, mais vive aussi la confrontation et le conflit pour définir cette performance.